Microsoft. OK. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour chez moi, bonsoir chez vous. Euh, bonjour, bonsoir, chers participants et participantes. Soyez les bienvenus sur le deuxième webinaire de Ramadan de la part de Morocco Microsoft Community. Merci d'être avec nous aujourd'hui, juste pour parler sur un autre sujet. Mais avant ça, je ne sais pas, est-ce que vous voyez mon écran? Pouvez-vous me confirmer, s'il vous plaît? Est-ce que mon écran... OK, d'accord. Merci beaucoup, CNS, pour la confirmation. C'est très bien. Donc, voilà, dans ce cas-là, avant de commencer, comme vous voyez, sur l'écran, vous voyez que on a planifié un événement sur le 12 avril prochain, Inch'Allah, dans le cadre de AI Global Community, qui est bien sûr un événement mondial qui prend place sur des différentes locations sur la même journée. Et on a planifié cet événement-là pour le 12 avril 2025, Inch'Allah, à Casablanca. Juste, il suffit de consulter notre website pour s'inscrire pour cet événement-là et pour avoir encore plus de détails sur l'événement et les thèmes, les speakers et tout ça. Ça sera à Casablanca. Donc, merci de consulter notre website pour l'enregistrement et savoir le programme. Ça, d'une part. Toujours dans le cadre de Morocco Microsoft Community, partage qu'on fait, que ce soit présentiel, que ce soit en ligne. D'accord? Juste pour l'occasion de Ramadan, on est d'accord de faire les webinaires comme ça, juste pour partager le maximum. Mais en fait, on est toujours actif sur le partage aussi en présentiel. Et ça sera la session suivante en présentiel le 12 avril, Inch'Allah. Voilà. Bon, aujourd'hui, je vais aller... Voilà, le thème d'aujourd'hui, ce sera sur ce qu'on appelle Next Generation Development Powered by AI, parce qu'on parle actuellement de AI dans tous les domaines. Aussi dans le domaine du développement, on utilise beaucoup de AI. Et apparemment, si on parle de GitHub Copilot, c'est là où on a AI là-dedans. D'accord? Donc, le thème, ce sera sur développement et Next Generation Development Powered by AI. Mais en fait, je vais parler sur GitHub Copilot et GitHub Extensions/Models. D'accord? Comment on peut construire ou bien fabriquer les extensions qui vont utiliser bien sûr les modèles. OK? Toujours dans le contexte de Copilot. Voilà. Ça, c'est juste une répétition d'un slide tech qui est déjà présenté la dernière fois. Pour les gens qui n'étaient pas avec nous, juste pour vous donner une idée sur l'évolution de GitHub Copilot. Comme vous voyez, GitHub Copilot, c'est un produit de Microsoft qui est en développement dès juin 2022 jusqu'à présent. Ils sont toujours en amélioration de produits et bien sûr ajouter des nouvelles fonctionnalités selon les nouvelles nouveautés aussi de AI, intégration et les modèles qui sont là-dedans. Il est en plein développement, bien sûr, et chaque fois, il y a des features qui se réalisent, bien sûr, et bien qui se lancent. Voilà, comme vous voyez sur le slide, il y a une évolution et chaque fois, il y a une version qui est disponible avec des nouveautés et tout ça, nouvelles fonctionnalités qui doivent être utilisées par des développeurs, bien sûr, pour améliorer leur development life cycle. Ça, d'une part. D'autre part, pourquoi cette GitHub Copilot? Ou bien la dernière fois, j'ai expliqué GitHub Copilot est faite par Microsoft au niveau du GitHub, juste pour des raisons comme de maximiser, par exemple, le developer happiness, ou bien d'améliorer la productivité, ou bien accélérer le software development lifecycle en général. Ça, ce sont des raisons pour Microsoft pour le lancer, bien sûr. Après, bien sûr, on a parlé de trois choses au niveau de GitHub Copilot. On a parlé de GitHub Copilot même, et on a parlé de GitHub Copilot Chat, et on a parlé de GitHub Copilot CLI. Maintenant, ce que vous voyez ici, c'est juste une récapitulation de GitHub Copilot. C'est quoi GitHub Copilot? Comment je peux l'utiliser? Et quelles sont bien sûr les IDE qui sont intégrées pour utiliser GitHub Copilot. Comme vous voyez ici, GitHub Copilot, c'est rien d'autre que votre AI per programme.
hein, on sache bien que dans le domaine de développement, si on travaille deux développeurs sur la même machine, on fait ce qu'on appelle pair programming. C'est pour cela on va travailler nous deux sur un certain projet ou bien une certaine fonction sur la même machine et on va se collaborer bien sûr pour fabriquer cette fonction-là. C'est exactement la même chose, le même concept qu'on va faire aujourd'hui avec l'aide de GitHub Copilot. C'est pour cela qu'on dit que GitHub Copilot, c'est votre AI pair programmer. D'accord? Mais le fait d'avoir GitHub Copilot, ça veut dire qu'on a aussi des possibilités d'améliorer notre système ou bien notre façon de programmer en général. Pourquoi? Parce que ce GitHub Copilot-là, il nous donne bien sûr des choses qui sont très importantes à savoir, qu'on voit... Excuse. Je m'excuse. Comment on voit par exemple ici, elle veut nous donner des possibilités d'avoir du code suggestion par exemple. Hein, si on travaille sur une pièce de code, sur un projet, et il va me donner les suggestions de code par exemple que je vais utiliser sur mon projet, ou bien elle va convertir bien sûr les comments de code au niveau de mon source, de code source. Elle va me donner autofill, ou bien elle va bien sûr me donner, si je commence une fonction et dans le contexte toujours de mon projet, elle va me donner bien sûr les éléments qui me manquent, ou bien elle va me donner bien sûr les tests pour les éléments de logique qui sont construits et sur lesquels on n'a pas eu encore ce qu'on appelle les tests unitaires, et elle peut me donner aussi les autres alternatives au niveau du développement en général. Ça, d'une part. D'autre part, comme vous voyez, il y a une partie de code qui est sélectée. Cette partie-là, je peux dire, bon, je veux sélecter cette partie-là et je veux savoir qu'est-ce qu'elle fait. Donc, j'utilise GitHub Copilot. Je dis, par exemple, explain. De cette façon-là, je peux savoir le fonctionnement de la partie de code qui est sélectée dans ce sens-là. Et sur ce slide, vous voyez qu'il y a qu'il y a des différents IDE qui sont mentionnés là. Sur tous ces IDE-là, GitHub Copilot est déjà intégré. D'accord? Voilà, ça au premier point. Le deuxième point, ce qu'on voit, c'est que side by side avec GitHub Copilot, on a aussi ce qu'on appelle GitHub Copilot Chat. Et cette GitHub Copilot Chat-là, c'est une chat au niveau de votre IDE, comme j'ai dit la dernière fois. D'accord? Cette chat-là doit être utilisée, c'est une chat expérience dans votre IDE qui doit être utilisée pour bien sûr faire nous donner un overview de notre solution. Supposons que tu travailles sur une repository, tu as une solution, donc il va te donner un overview de cette solution-là au niveau de IDE. Il va aussi t'expliquer le code, comme tu vas sélectionner une pièce de code et tu vas l'expliquer par le GitHub Copilot ou bien de chat. Sur le chat, il va dire, explain ce code, bien de selected code. Il va te donner l'explication de la part du code qui est sélecté. D'accord? Il va générer bien sûr les tests unitaires. C'est juste un commande que tu vas donner, ou bien le texte là, generate unit test for code X ou bien file X, donc bien fichier X, et il va te donner bien sûr les tests unitaires pour la business logic, apparemment, pour la business logic, il va te donner ça. Il va aussi te proposer les fixes, s'il y a un bug sur ton code, il va te proposer bien sûr les fixes pour ça. OK? Et en général, on peut poser des questions sur le Software Development Lifecycle, en général au niveau de chat. Ça aussi, il est intégré au niveau de votre IDE, que ce soit au niveau Visual Studio Code, au niveau de JetBrains, au niveau de Visual Studio même, au niveau de GitHub Desktop et tout ça. Ce sont des IDE qui sont utilisables pour ça. Mais comme j'ai dit la dernière fois, ça, ce sont des investissements qui sont faits par Microsoft au niveau des IDE visuels, mais on a bien sûr les autres développeurs qui travaillent sur le terminal, qui travaillent sur Linux, Unix et tout ça, qui n'aiment pas la visualisation, donc qui travaillent sur leur terminal avec les CLI. C'est pour cela que ces gens-là aussi, ils ont la chance d'utiliser la beauté, ou bien les nouveautés et la beauté de GitHub Copilot sur le CLI. Juste pour ces gens-là, il faut juste améliorer ou bien savoir les 4 commandes qui sont disponibles et comment les utiliser. De cette façon-là, il doit aussi se profiter de toute nouveauté ou bien de toute feature de GitHub Copilot et GitHub Copilot Chat au niveau de CLI. Juste savoir Copilot Suggest, Copilot Explain, Revise. Ça, ce sont les 4 commandes qui doivent être
préparent les développeurs au CLI et ils vont bien sûr travailler sur ça. Voilà, ça c'est ce que je veux dire sur ce qu'on appelle GitHub Copilot Chat et aussi sur GitHub Copilot Chat ou bien Copilot in the CLI. Ça, c'est juste une récapitulation de la session de la dernière fois pour les gens qui n'étaient pas avec nous. Maintenant, aujourd'hui, je veux aller sur un autre volet qui est le volet des extensions. Je parle toujours dans le contexte de GitHub Copilot et maintenant, je veux parler sur le contexte de GitHub Copilot Extensions. Si je parle des extensions, est-ce que vous avez déjà une idée sur ces extensions? Bon, si on parle des extensions, il y en a plein d'extensions, bien sûr. Je vais les montrer tout à l'heure dans la démonstration. Au niveau de développement, que ce soit au niveau de Visual Studio, que ce soit au niveau de Visual Studio Code, que ce soit au niveau de DevOps, que ce soit au niveau des autres outils, il y en a plein d'extensions qui doivent être utilisées, bien sûr, sur votre projet. Ces extensions-là, ce sont rien d'autre que des pièces de code qui sont déjà programmées, prêtes à emporter, comme on dit, et qui doivent être intégrées au niveau de votre projet, que ce soit au niveau de votre CI/CD, que ce soit au niveau de votre test et tout ça. D'accord? Et bien sûr, il y a des extensions sur des différentes parties de Development Lifecycle qui doivent être consommées par les utilisateurs. Ce sont les développeurs dans ce cas-là qui vont les intégrer, bien sûr, au niveau de leur projet. D'accord? Ça, c'est juste une idée en général. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, maintenant, toujours sur le contexte des extensions, this is the future of software development. Il faut maintenant adopter le mécanisme de construire les extensions. Il faut maintenant réfléchir au terme des extensions. Si tu veux travailler sur un projet, au premier pas, pense de poser ce projet-là comme une extension, ou bien de le mettre en disponibilité comme une extension pour être consommé, bien sûr, par des autres projets ou bien par des développeurs sur leur projet. D'accord? C'est pour cela que Thomas Elzer, il a dit que this is the future of software development, where developers spend less time searching and more time building. Ça veut dire, lorsqu'on travaille sur ces extensions-là, les développeurs, ils vont bien sûr profiter de l'occasion de faire beaucoup au niveau du développement que juste être actif en recherche des choses. OK? Et juste working in natural language, juste avec la langue naturelle que vous parlez, they can write code, retrieve data, and solve problems, all using a single intuitive workflow. C'est pour cela que le workflow des extensions, au niveau de GitHub Copilot, il est déjà mis en disposition des développeurs pour être utilisé d'une façon intuitive. Et tout ça, il y a AI là-dedans, qui vont bien sûr conduire cette workflow-là. D'accord? Ça, c'est l'idée sur les extensions en général. Mais si on va développer les extensions au niveau d'une entreprise ou bien sur un projet, il faut bien sûr savoir qui sera le consommateur de cette extension-là. D'accord? Dans ce sens, lorsque je parle de consommateur, je parle de deux choses. Je peux fabriquer une extension qui doit être consommée en public, qui doit être mise en disposition de tout le monde. Ça veut dire qu'il doit être public et qui doit être déployé au niveau de Marketplace, par exemple, et qui doit être utilisé par n'importe qui. Mais avant de faire ça, il y a un flow ou bien il y a un mécanisme de validation sur lequel votre extension développée doit être passée avant d'être acceptée et avant d'être en disponibilité au niveau de Marketplace. Mais aussi, il y a des entreprises qui disent non, je veux juste utiliser la beauté de GitHub Copilot Extensions dans ce cas-là pour développer les extensions, mais ces extensions-là sont pour moi-même. Pour moi-même, ça veut dire pour mon entreprise, pour mon core business. D'accord? C'est pour cela qu'on parle de ce qu'on appelle Private Extensions for Organizations. Private Extensions, ça veut dire que ce sont des extensions qui doivent être développées au niveau de une entreprise et qui sont juste à consommer internement. Pas externe, mais interne. D'accord? Juste pour l'objectif de l'entreprise même. Comme je fais dans un projet actuel sur lequel je travaille, on fabrique ces extensions-là, juste pour le compliance, par exemple, compliance et sécurité dans une banque. C'est pour cela qu'on a développé un framework, par exemple, à la base des extensions, qu'on consomme juste au niveau de la banque.
Voilà, il n'est pas mettre en disposition de public, mais juste au niveau de la banque ici. D'accord? Il y a bien sûr une validation sur laquelle il va passer avant qu'elle serait déployée au niveau du marketplace, parce que cette extension-là aussi, elle doit être déployée au niveau du marketplace. Mais là où Microsoft a dit, d'accord, aussi pour les gens qui ont bien sûr actif de développer les extensions privées, ils ont bien sûr des environnements sur lesquels ils doivent déployer, ils ont un feature flag sur lequel ils doivent sécuriser que pas n'importe qui doit accéder à cette extension-là, et voilà, il doit être juste en disposition de cette entreprise avec cette publisher. D'accord? Qui doit être signé, bien sûr, avec une signature de code à partir du publisher et tout ça, qui doit être validé par Microsoft. Après, il doit être mis en disponibilité juste pour cette entreprise-là. J'espère que l'idée est claire. Ça veut dire, dans ce sens-là, il faut savoir deux choses. Si on parle des extensions, on peut fabriquer ou bien on peut développer des extensions, que ce soit des extensions publiques qui doivent être mettre en disposition de tout le monde sur Marketplace lorsqu'ils sont développés, ou bien des extensions privées, comme vous voyez ici, private extensions pour les organisations. Ça, c'est bien sûr, il est lancé dans la dernière conférence de GitHub Universe, le mois de novembre, le mois d'octobre. Voilà, le 20 octobre, il a été lancé à San Francisco. C'est là ils ont lancé bien sûr le concept de Private Extensions for Organizations. D'accord? Mais le mécanisme de développement des extensions, c'est exactement le même. Le fait, là, ou bien la différence, est juste dans le mécanisme de déploiement. Hein, parce que pour les extensions en privé, il y a un feature flag qui va bien sûr faciliter la tâche pour que juste les gens qui sont autorisés d'avoir cette extension-là, ce sont des gens qui vont la utiliser, autrement pas. Maintenant, parlons des extensions, ça veut dire quoi? Sachant que, comme j'ai déjà dit d'avant, les extensions, c'est le mécanisme de développement qu'il faut adopter et tout ça. Mais comment on peut avoir cette extension-là? Juste pour développer les extensions, ça c'est le flow qu'on peut bien sûr suivre. Si on veut construire développer une extension, juste follow, je vais partager bien sûr les liens tout à l'heure sur le chat. Je vais partager les liens. Il y a un lien là qui dit follow the extension building document. Hein, sur les extensions building document, là, il y a des étapes détaillées qui doivent être bien sûr suivies par les développeurs pour avoir les détails ou bien les étapes qui doivent être respectées pour le développement des extensions. D'accord? Et bien sûr, une fois que tu développes cette extension-là, il faut le déployer. Et ce déploiement-là, c'est là on parle de le choix qu'on va faire entre une skill set ou bien un agent. Si je parle de skill set ou bien un agent, je parle sur l'infrastructure sur laquelle cette extension-là doit être déployée. C'est ça ce qu'il faut savoir ici. D'accord? Toujours dans le contexte avec une casquette DevOps. D'accord? Donc, après, bien sûr, avant de développer cette extension-là, il y a des requirements, il y a des spécifications sur lesquelles qui doivent être respectées. Il y a bien sûr le workflow, il y a des validations qu'on va faire sur le développement de cette extension-là. D'accord? Mais si on parle de validation, il y a un mécanisme de onboarding, par exemple, les étapes d'onboarding qu'on va respecter pour avoir les capacités des informations qu'on va déployer. D'accord? Et bien sûr, une fois que tu développes ton extension, tu vas bien sûr le certifier par Microsoft, tu vas le déployer. Il y a un mécanisme de vérification. Le mécanisme de vérification ou bien de validation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là où Microsoft va bien sûr valider ton identité, il va valider la sécurité de cette extension-là, il va le valider avec toutes les licences, il y a un workflow qui va être utilisé pour ça, pour juste savoir est-ce que cette extension-là ne fera pas un danger pour les utilisateurs. Parce que ce qui ne contient pas un virus, ou bien il y a un leak là-dedans, ou bien il y a un hack sur lequel un hacker doit pointer, il doit avoir la connexion vers quelque chose comme ça. Tout ça doit être pris en considération par Microsoft le long du déploiement de votre extension.
Il y a une vérification qui se fait, ou bien un validation process qui se fait pour avoir, bien sûr, votre extension vers la fin qui doit être publiée au niveau de Marketplace. Et bien sûr, il doit être déployé au niveau de votre organisation. Que ce soit votre organisation, que ce soit cette extension-là doit être publique ou bien privée, elle est toujours alliée à votre organisation comme un publisher. D'accord? Donc, je vais partager les liens après pour savoir ou bien pour avoir les étapes que vous allez suivre à déployer ces extensions-là. Et si on parle de GitHub Copilot Extensions, bien sûr, on a des modèles qui sont bien sûr un exemple ou bien un exemple de ces extensions-là qu'on va voir tout à l'heure. OK? Mais lorsqu'on parle de extensions, je parle maintenant de VS Code and GitHub Extensions, par exemple, les extensions sur VS Code. Il y en a deux types. Les types qui vont être développés comme un GitHub Apps, ou bien qui vont être, bien sûr, développés ou bien déployés sur le GitHub ou bien sur Visual Studio qui vont être consommés, je m'excuse, qui vont être consommés au niveau de GitHub.com ou bien au niveau de Visual Studio, au niveau de Visual Studio Code, au niveau de JetBrains ou bien au niveau de mobile. Ça, je parle d'une GitHub Apps. D'accord? C'est une extension, mais le type GitHub Apps. Ou bien je parle de VS Code Chat Participants qui, bien sûr, doit être seulement consommé au niveau de VS Code. Là, il y a une différence avec les éléments, bien sûr, external name, extension type, install on. Tout ça, ce sont des paramètres qui doivent être, bien sûr, choisis avec le type d'extension que vous allez déployer, que vous allez implémenter et déployer, bien sûr, selon votre besoin. J'espère que ça est clair. D'accord? Donc voilà, ça en général sur le concept des extensions au niveau de GitHub Copilot et bien sûr les types des extensions là et aussi le mécanisme de développement et le mécanisme de déploiement. Sachant que une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, une fois que vous avez déployé, que vous avez développé cette extension là, elle doit être déployée au niveau de Marketplace et elle doit être mettre en disposition des utilisateurs, que ce soit privé pour les entreprises qui vont juste déployer pour leurs besoins, que ce soit public pour tout le monde. Mais avant de faire ça, comme j'ai dit, il y a un mécanisme de validation sur lequel votre extension va passer avant d'être en disposition ou bien en disponibilité des utilisateurs. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Je veux stopper cette slide deck maintenant. Je veux revenir sur est-ce qu'il y a pas de questions? Juste avoir le chat. S'il vous plaît, c'est quoi la différence entre skill set? Skill set et agents. OK. Bon, c'est qui peut poser la question? Kautar, mademoiselle Kautar. La différence entre skill set et agents, je parle toujours avec une casquette DevOps. Agents, ce sont bien sûr, c'est une partie d'infrastructure qui facilite, bien sûr, parce que si on parle d'un, peut-être vous avez déjà entendu ce qu'on appelle un CI/CD pipeline. Lorsqu'on parle d'un CI/CD pipeline, je parle de la partie de build et la partie de deployment. Hein? Si là, on utilise les agents pour exécuter les jobs. Parce que ces CI ou bien les CD, ce sont rien d'autre que des jobs qui doivent être exécutés au niveau d'une infrastructure pour effectuer la tâche. Ou bien les tâches qui sont configurées au niveau de build definition ou bien au niveau de release definition, sachant que build definition, c'est CI et release definition, c'est CD. D'accord? Ça, ce sont des agents. Les agents, c'est l'infrastructure sur laquelle on exécute les agents, on exécute les jobs qui doivent être, qui sont CI et CD. Mais le skill set, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme qui est actuellement, il est disponible au niveau d'Azure. Au niveau d'Azure, il y a la possibilité, si vous avez une VM, il y a le support pour le skill set pour faciliter la tâche de configuration des agents. C'est ça la différence entre les deux. D'accord, mademoiselle? Non, merci à vous. Merci pour poser les questions. S'il vous plaît, d'être interactif avec nous. D'accord? Merci.
D'accord. Donc, maintenant, je vais passer sur le... S'il n'y a pas encore des autres questions, je vais passer sur la partie des démos pour la première partie. D'accord? Donc, pas de questions. Donc, je veux aller maintenant sur... Ah ouais, j'ai mon browser sur le... OK. Voilà. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Merci de confirmer. Merci sur moi. D'accord. OK. Bon, ce qu'on voit maintenant ici, c'est nous sommes toujours sur GitHub. Ça, c'est juste l'accès de GitHub, github.com. Ça, c'est mon account, par exemple, avec toutes les organisations sur lesquelles je travaille, les repositories sur lesquels je travaille. OK? Il y a des informations avec, sur les autres choses sur lesquelles je collabore et tout ça. D'accord? Mais ce qui est important ici, c'est que on peut, au niveau de GitHub, on peut avoir une ou plusieurs repositories, ou bien repo. Hein, ce que vous voyez ici, c'est une repository d'un projet qui s'appelle Chat Copilot. Hein, cette repository-là, elle contient beaucoup de code, comme vous voyez, d'une chat qui est, bien sûr, déjà implémentée et qui est prêt à emporter. Hein, juste suivez les étapes et vous pouvez l'avoir en exécution sur votre machine ou bien sur votre Codespaces. Tu vois, il va être utilisé utilisant bien sûr des différentes plateformes. D'accord? Ça, c'est juste un projet qui est déjà sur GitHub. Vous pouvez les utiliser vous-même et sur laquelle, bien sûr, on a une repository complète. Donc, pour utiliser ce projet-là, je peux l'utiliser au niveau de GitHub, bien sûr, de trois différentes façons. Je peux juste dire, OK, maintenant je suis un développeur, je vais utiliser cette repository-là, je veux faire une fork. Fork, ça veut dire une copie de cette repo-là, et je vais l'utiliser localement au niveau de ma machine. Mais faites ça, ça veut dire que comme un développeur, il faut avoir une machine robuste pour, bien sûr, interacter avec cette repository-là. Bon, c'est quelque chose que je ne veux pas faire aujourd'hui, parce que j'ai des autres possibilités, bien sûr, de le faire. L'autre façon de faire, c'est d'utiliser Codespaces, comme j'ai dit la dernière fois. Codespaces, c'est un VM, c'est une VM sur laquelle tu peux télécharger cette repository maintenant. Hein, tu peux juste télécharger une repository à la fois sur un Codespace VM et bien sûr, la repository, comme vous voyez ici, doit être téléchargée sur un environnement virtuel et il va bien sûr contrôler s'il y a des dépendances et tout ça. Si les dépendances, ils veulent te demander d'installer bien sûr les dependencies. Et une fois qu'elles sont installées, le projet doit être téléchargé sur l'environnement virtuel et tu peux travailler à partir de cet environnement virtuel-là. Tu peux travailler sur ton projet et sur ta repository comme tu veux. Ajouter le code, modifier le code, ajouter la fonctionnalité. Toutes ces opérations-là doivent être faites au niveau de Codespaces, d'accord? Qui est un environnement virtuel. D'accord? Une fois que tu termines, bon, tu peux juste le destroyer et voilà. Hein, c'est pour cela que tu travailles sur ce workspace-là comme si tu travailles au niveau de VS Code. C'est pour ce que là, je le nomme toujours VS Code in the browser. D'accord? Ça, c'est la deuxième possibilité de travailler sur cette repo. La troisième, c'est bien sûr, c'est utiliser ce qu'on appelle GitHub Workspaces. GitHub Workspaces, ça, c'est un environnement de Copilot. Là, je peux, juste avec plein texte, avec la langue naturelle, je peux juste poser une question sur la repository ou bien sur un fichier de cette repository ou bien une fonctionnalité de cette repository-là. Et je peux avoir la fonctionnalité totale de ce que je veux faire avec la repository. D'accord? Ça, juste pour vous donner les trois possibilités. Mais pour aujourd'hui, ça, c'est pas ce qui est important pour moi. Ce qui est important, c'est que bien sûr, au niveau on a parlé tout à l'heure des extensions et les extensions de GitHub Copilot Extensions. Là, on a l'exemple des modèles, par exemple, hein, GitHub Models, prototyping avec AI, with AI Models. Parce que si on parle d'AI, on a bien sûr beaucoup de beauté au niveau de AI Foundry. Parlons de AI Foundry, je vais revenir sur le vieux là. Pour les gens qui ont travaillé déjà avec AI Foundry, ça, c'est ai.azure.com. Si vous avez une subscription sur Microsoft, vous allez aller sur ce lien-là, ai.azure.com, et vous allez bien sûr s'inscrire sur ça et avoir la possibilité de faire la première connaissance avec AI Foundry et toutes les constitutions et les fonctionnalités qui sont là-dedans. D'accord? Et au niveau de cet environnement-là, on voit ce qu'on appelle Model Catalog.
Tout ça, ce sont des modèles qui sont bien sûr déjà en disponibilité de tout le monde qui utilise Azure. Tout ça, ce sont des différents modèles qui doivent être utilisés pour avoir l'interaction avec eux sur une chat. Et là, la force d'ici, c'est que tous ces modèles-là, ils sont à la base de AI. Hein, il utilise des modèles, il utilise AI là-dedans, il utilise LLM models, ou bien SLM models, long language models, ou bien short language models. Il y a AI là-dedans, il y a des validations et tout ça. Toute cette fonctionnalité-là, elle est déjà mise en disponibilité de tout le monde sur cet environnement-là. D'accord? Ces modèles-là, donc on peut les utiliser bien sûr pour aussi, on peut les utiliser comme un catalogue. Hein, What's new? Tu peux juste utiliser ces modèles-là pour des différents objectifs. OK? Et aussi, on peut utiliser ce modèle-là comme en combinaison avec les endpoints. Endpoints, ce sont des APIs. Hein, si on a par exemple une application qui a des web services ou bien des services sur lesquels on peut consommer les APIs, on peut travailler contre ces modèles-là pour avoir des informations à partir de modèles ou bien de déposer quelques informations ou bien informations sur ces modèles-là à travers les endpoints ou bien à travers les API. D'accord? Tout ça, c'est déjà en disposition de tout le monde au niveau de AI Foundry. Ça, c'était au début, ça s'appelle Azure OpenAI, et maintenant, le nom, c'est AI Azure Foundry. OK? Où il y a plusieurs fonctionnalités, sauf que juste le modèle. Le modèle, c'est juste sur le point sur lequel je focus aujourd'hui. C'est pour cela. Mais il y a, comme vous voyez, il y a beaucoup d'assets qu'on peut utiliser ici. D'accord? Donc, revenons à notre mouton, comme on dit. Voilà, on parle toujours de AI ou bien de AI models. Au niveau des AI models, on a les prototypes. Prototypes, on peut faire les prototypes avec AI models. Je veux partager les liens. Tous ces liens-là doivent être partagés vers la fin sur le chat et vous pouvez bien sûr vous-même consulter ces liens-là et savoir les différences et savoir quoi faire. D'accord? Donc, on peut bien sûr avoir les prototyping ou bien faire le prototyping utilisant ces AI models-là. Juste pour le faire, il faut juste chercher un AI model que vous voulez, aller sur le marketplace. Une fois que vous allez sur le marketplace, ici, voilà par exemple des modèles. Vous allez venir sur le marketplace ici. Vous allez voir, ici, j'ai la disponibilité d'avoir les modèles. Hein? Maintenant, il me dit, voilà, tu es maintenant sur GitHub Models et au niveau de Marketplace. Marketplace, c'est le lien sur lequel les extensions sont déployées. Hein? J'ai parlé tout à l'heure des extensions. Une fois que tu as développé ton extension, il faut la déployer, il faut la valider. Une fois validée, elle doit être déployée au niveau de Marketplace. C'est pour cela que je parle aussi au niveau de Marketplace ici, sur laquelle on a l'extension qui est de Models et sur lequel je veux maintenant, bien sûr, travailler. D'accord? Bon, une fois sur le modèle ici du GitHub, j'ai la disponibilité de choisir un modèle ici. Et vous avez déjà, vous voyez, tout ça, ce sont des modèles qui sont déjà mis en disposition de tout le monde à être consommés. D'accord? Bien sûr, ça dépend de votre projet, ça dépend de votre infrastructure, ça dépend de votre région. Hein, région, je dis bien région, parce que les modèles ne sont pas disponibles partout. Hein, il y a des régions sur lesquelles ne contient pas une set de modèles, par exemple. Donc, il faut savoir si vous travaillez sur un projet et vous voulez bien savoir, OK, quels sont les services qui sont disponibles, ou bien c'est quoi l'objectif de mon projet au premier pas, quels sont les services que je veux utiliser. Tu vas contrôler, bien sûr, est-ce que sur ta région, si je parle de région ici, je parle de la région d'Azur, hein, est-ce que sur ta région, il y a déjà des services que tu veux consommer, est-ce qu'ils sont en disponibilité sur cette région ou non? S'ils sont disponibles, ben, tu peux y aller. Sinon, tu vas choisir une autre région sur laquelle, bien sûr, tu peux travailler. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut toujours prendre latency en considération. D'accord? Donc, juste ici, pour pointer qu'il y a beaucoup de modèles sur lesquels vous pouvez travailler. Peut-être je peux dire maintenant OpenAI, ChatGPT par exemple 4. Si je dis maintenant, je choisis cette OpenAI ChatGPT 4, donc je peux maintenant, can you explain, de connaître. Maintenant, je peux juste utiliser cette modèle-là et juste travailler comme un chat au niveau de mon juste explain extensions.
OK? Maintenant, le modèle de ChatGPT 4, il va me donner l'explication des extensions, par exemple. C'est juste une chat qui me donne les réponses sur les questions que je pose. Ni plus, ni moins. Mais avec, bien sûr, une technologie robuste là-dedans, à la base des AI et à la base des modèles. D'accord? Voilà, ça. Maintenant, ça, je suis juste, voilà, comme vous voyez maintenant, il m'a donné maintenant la réponse sur ma question. Je veux juste savoir c'est quoi une extension. Il m'a donné une explication complète de ce qui est une extension ici. D'accord? Ça, dans le cas où je ne sais pas c'est quoi une extension et je veux le savoir mieux, ou bien plus. Le fait d'avoir la disponibilité d'utiliser des différents modèles ici, j'ai aussi la possibilité de comparer l'utilisation de ces modèles. C'est pour cela qu'on a un compare button ici. Si je dis compare button, ça veut dire j'ai déjà j'ai déjà choisi un modèle que je consomme ou bien que j'utilise. Je veux le comparer avec, par exemple, celui-là. Voilà. Il va me donner deux écrans qui sont bien sûr ouverts et sur lesquels je vais faire une comparaison, que ce soit au niveau de speed, que ce soit au niveau des possibilités, que ce soit au niveau de, hein, sur euh, les deux modèles différents. Un, il utilise OpenAI ChatGPT 4 et l'autre, il utilise OpenAI ChatGPT 4o Mini. Hein, il y a une différence là-dedans. Bien sûr, si vous êtes curieux, c'est quoi la différence? Vous pouvez consulter bien sûr la documentation et vous allez voir les différences entre les deux. Hein? Maintenant, juste, j'ai fait la comparaison entre le OpenAI ChatGPT. Je peux aussi faire la comparaison entre OpenAI et, par exemple, Querying Command Air, par exemple, quelque chose comme ça, ou bien un autre DeepSeek, ou bien Mistral Large, ou bien un autre modèle, comme vous voulez. Ça dépend de votre case, ça dépend de votre scénario que vous voulez bien sûr développer. Là, vous voulez bien sûr savoir quel modèle est le meilleur à utiliser. D'accord? Donc, je peux poser bien sûr, par exemple, la même question, explain extensions ici. Explain, ok, je vais juste dire explain euh, public extensions. Je veux dire ici, cela est aussi. Voilà. Vous voyez maintenant, parce que maintenant, le système, il sait bien que je veux faire une comparaison. Une fois que je fais que j'entre le texte sur une chat primaire, il va aussi être ajouté à le chat secondaire, qui est cette chat-là, parce que je vais faire la comparaison entre les deux modèles. C'est pour cela, si je veux poser quelque chose ici, explain public extensions, validation, par exemple. Vous voyez, je type ici, il y a aussi la même question qui se pose. Maintenant, je veux dire, OK, allez, vas-y. OK, maintenant, on va voir entre les deux. Voilà, vous voyez? Celui-là, il est déjà fait, et celui-là, il est encore on est à de répondre. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? On peut conclure que OpenAI ChatGPT 4o Mini est rapide que celui-là de OpenAI ChatGPT 4o. D'accord? Ça, c'est une conclusion qu'on peut tirer ici. Le 1, il a déjà fait, et l'autre, il vient maintenant avec la réponse. Voilà. Voilà, je veux juste savoir est-ce qu'il y a des différences entre la réponse, public extension validation required, extension validation, ok, ok, web browser extension, ok. Public steps, validation process. Vous voyez aussi que, voilà, intégrité, API extension, public accessibility data source, security privacy evaluation, common validation challenge, ok, data integrity, yes, la conclusion. Vous voyez aussi au niveau d'explication, il y a une différence. Il y a une petite différence parce que l'un, il va vraiment très détaillé, tant que l'autre, elle te donne juste les informations globales. Hein, ça, c'est juste pour savoir. Et si vous travaillez sur les modèles, il faut bien savoir qu'il y a une différence entre la perception des questions qui se posent. D'accord? Est-ce que ça c'est clair, chère audience? Ce côté de la rida. OK. Donc,
Donc, ça, au niveau de modèle. Tout à l'heure, j'ai dit qu'au niveau des modèles, on peut faire le prototyping, bien sûr. Aussi, on peut intégrer des AI models dans notre solution, comme vous voyez, integrating AI models into your development workflow. Je travaille sur une application, j'ai un workflow que je veux supporter, je peux intégrer ces modèles-là qui sont déjà prêts à emporter, qui sont déjà en disponibilité, je peux juste les intégrer au niveau de mon solution ou bien au niveau de mon projet, sans avoir le besoin de développer un modèle nouveau. Parce que les modèles ils sont déjà là-dedans, je peux juste les utiliser. C'est pour cela que Microsoft actuellement, il encourage le mécanisme ou bien le mindset d'aller pour le développement des extensions que notre manière de faire le software development. D'accord? Et les extensions, comme j'ai dit tout à l'heure, private ou bien public, ben, c'est votre choix comme entreprise. Et voilà, vous pouvez toujours créer les extensions aussi comme un enthousiaste et vous pouvez les déployer au niveau du marketplace et doit être consommé par les autres. Ça est comparable à le mécanisme qu'on a au début, hein, à l'époque, lorsqu'on parle de component-based development, hein, j'ai fait beaucoup de développement du component, hein, du component-based development, où ce sont des pièces de code qui sont programmées, prêtes à emporter, prêtes à utiliser, qu'on peut intégrer au niveau de workflow de notre application. C'est exactement le même concept. Maintenant, je parle des extensions que je parle de component-based development. OK? Donc, comme j'ai dit, on peut intégrer ces modèles-là, ces AI models au niveau de workflow de notre développement. Call AI models in the tools you see every day. Hein, si vous travaillez sur un outil, hein, vous avez des projets un chat, Copilot Chat par exemple, hein, Copilot Chat que j'utilise au niveau de VS Code, par exemple, je peux intégrer ce qu'on appelle des AI models ici, using the GitHub Model Copilot Extension. Toujours en utilisation de Copilot Extension ici. Si je vais au niveau de cela, ce lien, qu'il va me donner au niveau de Integrate. Voilà. Voilà. Maintenant, je peux aller au niveau de ça, GitHub Models. On peut installer le GitHub Models. Voilà. Si vous êtes au niveau de GitHub Models, vous allez ici et vous allez dire, voilà, ce que vous allez faire, c'est que LLM, the GitHub Models agents offer a chat interface to use capabilities of models. It lets you interact with LLM listens and GitHub Models through Copilot Chat. OK? Ou bien Copilot Chat. Donc, je veux juste dire add et maintenant, je veux l'ajouter ou bien installer cette modèle-là au niveau d'une repository de GitHub. Ou bien au niveau d'une organisation de GitHub, je m'excuse. GitHub Organization. Là, si je dis ajouter ou bien add, elle va installer gratuitement cette modèle-là au niveau de already installed. Vous voyez, au niveau de mon organisation privée, il est déjà installé. Mais il me donne la possibilité de l'installer sur une autre organisation, de préférence si je veux. D'accord? Ça, juste pour vous donner l'idée que si vous êtes au niveau de Models, GitHub Models, vous avez la possibilité d'ajouter ou bien d'intégrer ces models-là avec votre développement workflow. D'accord? Après, voilà, ça on a déjà vu ça. Et maintenant, je peux dire, voilà, j'ai choisi ce qu'on appelle par exemple l'IAMA. Hein, l'IAMA 3.2, c'est un modèle aussi, c'est un modèle que je veux, par exemple, comparer avec celui-là. Voilà, maintenant, je vais faire une comparaison entre celui-là, compare avec, où est-ce qu'il est, Eliama. Voilà, Eliama, celui-là. Voilà, maintenant, je vais faire une comparaison entre OpenAI, ChatGPT 4o mini qui est rapide, par contre de 4o. Maintenant, je vais faire une comparaison entre les deux. Je vais juste poser une question banale. What LLM models are used for Copilot Chat? OK? What LLM models are used for Copilot Chat? C'est juste une question banale que je vais poser ici et je vais dire go. Qui est rapide? Qui va me donner une réponse très rapide sur ma question? Voilà.
Vous voyez, voilà, vous voyez la réponse dit 2. Au niveau de OpenAI, ChatGPT for Omni, as of October, Microsoft Copilot, which is integrated in various Microsoft products, such as Word, Excel, blah, blah, blah. In addition to OpenAI models, Microsoft has also deployed technologies for... Non, maintenant, j'ai une idée, d'accord? Mais, par contre, au niveau de Iliama, I'm not a GitHub representative, but I can provide some general information about the Copilot chat model. The chat language model, develop blah, blah, blah. Well, I don't have the real-time access. OK. Parce que celui-là, c'est au niveau de GitHub et celui-là, c'est totalement externe. Mais la réponse est de le même sens. D'accord? Donc, de cette façon-là, vous pouvez utiliser, bien sûr, votre modèle de préférence et pour interacter ou bien intégrer ce modèle-là au niveau de votre projet. J'espère que ça vous donne une idée. D'accord? Donc, maintenant, aller sur le Copilot Extensions au niveau de Marketplace toujours, sur ce lien-là, je veux juste le prendre. Alors, moi, je vais... Voilà, sur ce lien, vous allez voir qu'il y a aussi une extension qui s'appelle, où est-ce qu'il est, voilà, GitHub Models Extension. GitHub Models Extension, si je veux l'ouvrir au niveau de notre browser, voilà, vous avez le code, vraiment le source code de Model Extension même, qui a été développé par Microsoft. Le code est là, vous pouvez collaborer, vous pouvez améliorer, vous pouvez prendre ce code comme un point de départ et vous pouvez l'améliorer vous-même pour avoir votre modèle spécifique. D'accord? Donc, voilà. Donc, voilà, Model Copilot Extension, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont les constitutions, au niveau du développement, qu'est-ce que vous allez faire, voilà, tu vois, le Copilot Extension, ça, tout s'il y a là, je l'ai déjà, au niveau comme des ressources au niveau de la présentation, mais je vais les copier ici, je vais les foutre à votre disposition au niveau de chat, voilà. Voilà, it's all yours. OK. Voilà, donc quoi d'autre? Voilà, maintenant, comme vous voyez, GitHub Models Extensions, j'ai User Feedback, par exemple, extension, j'ai Black Bear Extensions, Skill Set Example, par exemple, pour la demoiselle qui m'a demandé tout à l'heure, tu peux y aller sur cet exemple-là. Par exemple, je vais sur Skill Set Example, vous allez avoir une explanation, skill set, vous allez voir les handlers et tout ça, vous allez voir skill set, c'est quoi? This skill samples demonstrate building a Copilot extension using the skill set approach rather than a traditional agent, par exemple. Hein? Voilà, de cette façon-là, vous allez voir ce qu'on appelle l'infrastructure. Et voilà la différence entre skill set et agent. Voilà, c'est exactement un bon lien à comparer. Je veux le mettre aussi sur le chat pour la Mazel Kautar. Bien sûr, tout le monde. Voilà. Ça aussi au niveau de chat. Voilà, quoi d'autre? Toujours au niveau de mode, au niveau des extensions ici, Copilot Extensions. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Function Calling Extension, vous travaillez sur un projet sur lequel vous allez faire un request sur une fonction. Vous pouvez utiliser celui-là, par exemple, comme extension. Vous pouvez là, RAG, par exemple, si vous travaillez avec des projets sur lesquels vous avez de documentation qui est ailleurs, hein, des enveloppes storage au niveau d'un Cosmos DB database ou bien un autre database, hein, utilisant des larges files ou bien large documents. Vous pouvez utiliser RAG, par exemple, hein, pour les victories, tout ça. Et vous pouvez utiliser cette extension-là pour avoir des réponses avec RAG. D'accord? GitHub Debug, CLI, on a User Feedback. Il y a beaucoup d'extensions que vous pouvez utiliser dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est ce que cet exemple, là, c'est public. Les gens, ouais, ce que cet exemple, voilà, c'est public. Donc, vous pouvez le forker et vous pouvez l'utiliser. OK? Donc, je vais dire follow. Hein. Et voilà. Là, c'est ça ce que je veux partager au niveau de cette partie-là. S'il n'y a pas de questions, je vais aller juste en poursuite avec la présentation. Donc, voilà, on a parlé de tout ça.
voilà les ressources. Ce sont des ressources que j'ai partagées avec vous, bien sûr. Elles sont déjà partagées avec vous au niveau de chat. Et voilà. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous remercie énormément pour votre présence. Et voilà, j'espère bien que ça, c'est clair pour vous. Et bien sûr, ça, c'est juste le début. L'objectif, c'est que après-demain, Inch'Allah, on aurait rendez-vous encore une fois avant d'aller aux États-Unis le samedi prochain pour juste partager aussi une autre information, toujours dans le contexte de GitHub, sur lequel je vais aller en détail sur le mécanisme de ce qu'on appelle euh, attends, euh, sur le mécanisme qu'on appelle GitHub Advanced Security. GitHub Advanced Security, toujours dans le contexte de GitHub. Aussi au niveau de GitHub, il y a la possibilité de sécuriser votre code au niveau de GitHub. D'accord? Si je vais au niveau de GitHub ici, j'ai une repository. Et au niveau de cette repo-là, non, c'est pas ici. Au niveau de ici, je vais juste choisir une repo. Ok, c'est la même chose, bien sûr. Et vous voyez qu'au niveau de cette repository-là, on a la partie de sécurité ici, la partie de sécurité, et sur laquelle je veux parler en détail avec les éléments qui sont là-dedans, comment les utiliser, que ce soit au niveau de GitHub Repo, que ce soit en combinaison avec Azure DevOps Repository, et la liaison vers Azure Cloud, bien sûr, sur lequel on va consommer le Defender for Cloud et Defender for DevOps extension sur la plateforme pour sécuriser notre code. D'accord? J'espère que ça, c'est clair pour vous. Merci énormément encore une fois pour votre présence aujourd'hui avec nous. Et j'espère bien que vous avez en tout cas vu quelque chose de nouveau. Donc, partagez le lien sur voir la session passée. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous partager le lien pour voir les sessions? Bien sûr, oui, oui, mademoiselle Carter. On va faire, bien sûr. Autrement, oui. On va faire, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà, voilà, c'est ça ce que je veux partager aujourd'hui avec vous dans cette petite heure. S'il y a des questions, je suis toujours à votre disposition. Sinon, notre rendez-vous, Inch'Allah, sera après-demain, même temps, pour aller en détail sur le concept de DevOps et le concept de DevSecOps, hein, de security au niveau de DevOps à travers GitHub Security en combinaison avec Azure DevOps Repo et avec Azure Cloud sur lequel on va consommer les autres services qui sont Defender for Cloud et Defender for DevOps. D'accord? Merci beaucoup de cette façon-là et à la prochaine fois, Inch'Allah. Pas de questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Qatar. Donc, je veux stopper la vidéo. Merci, Sir Omar. Voilà, je vais stopper la vidéo.